J'ai le plaisir d'animer cette troisième table ronde de la journée, dont le titre est très clair, Éducation et emploi, des discriminations structurelles et structurantes, point d'interrogation. Donc c'est bien la question d'un débat qui se pose. Je voudrais l'introduire en quelques mots pour dire que structurel, ça signifie que ça appartient aux structures. Et ça induit, alors on va commencer sur la question de l'éducation, que le système scolaire serait étant un des premiers espaces de sociabilité dans lesquels les individus se retrouvent, il serait finalement, il y aurait une discrimination à cause de leur origine, de leur couleur de peau, de leur accent ou d'une quelconque apparence physique qui, quelque part, serait à la fois structurelle et structurant. On observe que, de manière là, en termes de chiffres, les personnes qu'on nomme immigrés ou descendants d'immigrés, je prends là les termes d'un rapport INED-INSEE pour être très clair, ne partent pas sur la même ligne de départ que des personnes perçues comme blanches. Ce rapport démontre par exemple que 30% des descendants d'immigrés d'origine marocaine et tunisienne estiment être moins bien traités que le reste des élèves, à peu près 25% pour des hommes descendants d'immigrés d'origine africaine subsaharienne, et pour la même question, un peu plus de 20% pour les femmes descendantes d'origine africaines subsahariennes se retrouvent dans la même situation. Et on peut noter que ce sentiment d'injustice va croissant pour les personnes qui ont le moins accès aux études supérieures, ce qui semble, somme toute, assez logique. Ce sentiment d'injustice, évidemment, ce n'est pas juste un sentiment, il est effectif. Quand on voit que les descendants d'immigrés sont souvent moins diplômés du supérieur que la population, que l'ensemble de la population, 29% contre 34%, avec toujours un écart très creusé entre les hommes et les femmes, et quand on constate que 37% des femmes descendantes d'immigrés sont diplômées du supérieur contre 32% pour les hommes. On peut donc observer une chose, c'est que la difficulté d'accès au diplôme est directement liée à l'orientation des élèves et qu'elle est fortement influencée par ce qui est considéré comme l'origine sociale, géographique, ethnique, avec, là encore, des chiffres, je l'ai dit, qui font foi. Et ces chiffres démontrent aussi une tendance répétée. C'est pour ça qu'on peut poser la question sur la question structurelle. Il y a au moins systématisation des discriminations influant sur le cours de vie d'un individu, notamment dans son parcours professionnel. Les questions qu'on peut poser, c'est la part dans ces inégalités scolaires, j'allais dire, entre l'origine ethnique, l'aspect physique, ou encore un prénom, un nom, mais aussi l'origine sociale de ces populations, sachant que nous sommes dans un pays, et à peu près toute l'histoire de ce pays le montre, où les personnes qui sont immigrées et qui arrivent dans ce pays sont au départ, j'allais dire, sont au départ dans les classes défavorisées, pratiquent les emplois qui sont les moins qualifiés, etc. Et c'est vrai, j'allais dire, à peu près de toutes les populations qui sont arrivées au cours du XXe siècle. De ce point de vue-là, par exemple, une étude du CNESOD, qui est un institut indépendant qui travaille sur la question scolaire pour le département de la Seine-Saint-Denis, dont je suis élu, qualifie à partir de 23 critères le logement, le travail, etc., l'accès à la culture, détermine pour des collégiens s'ils sont très favorisés, assez favorisés, peu favorisés ou même présentant un ensemble de situations qui, pour le coup, les met en grande difficulté. On observe que pour la Seine-Saint-Denis, 86,4% des élèves collégiens dans les collèges publics sont dans les deux dernières catégories, c'est-à-dire soit peu favorisés, soit vraiment se retrouvent dans une situation. Et on voit bien qu'en Seine-Saint-Denis, j'allais dire que la question sociale est évidemment liée aussi, s'interpénètre avec la question, je vais dire ethnique entre guillemets, en tout cas de personnes racisées. Bien, donc cette situation, c'est une question à se poser. Est-ce que les deux sont indépendants? Est-ce que les deux se conjuguent? Je pense que ça doit faire partie de la discussion que nous avons là. Quelque part, c'est un peu la même problématique finalement pour l'emploi, puisque selon toujours cette étude de l'INED-INSEE, qui commence à dater, mais je ne crois pas malheureusement qu'elle ait beaucoup évolué en termes de proportions, les immigrés et descendants d'immigrés ont 2 fois plus de risques d'être au chômage que l'ensemble de la population. Le risque de chômage est même supérieur à 80% pour les descendants d'un parent immigré venu d'Afrique. Et on retrouve finalement les mêmes discriminations qu'à l'école, ce qui est évidemment, somme toute, logique. Donc là aussi,
la question qu'on a posée sur l'éducation vaut d'être posée sur le travail. Quelles sont les parts des origines sociales, spatiales, ethniques dans cette question, j'allais dire, de détermination d'un parcours professionnel ou même simplement d'entrer dans un parcours professionnel. Évidemment, sur le travail, on le sent tout de suite, quelque chose qui après détermine, j'allais dire, des formes de combat, y compris d'organisation. Nous sommes, vous le savez, on est un courant qui estimons qu'il faut toujours essayer de fédérer le peuple par rapport à une oligarchie dominante. Dans le travail, ça se concrétise par la question de lutte des classes, c'est-à-dire faire en sorte de fédérer ceux qui ont le même intérêt, puisqu'ils vendent leur force de travail, par rapport à des gens qui les exploitent. Il est évident qu'on peut du coup se demander, je le dis un petit peu pour ouvrir comme ça aussi les discussions, si le même patron, même combat qu'on a souvent entendu dans des mots d'ordre, est-ce que c'est forcément le même combat selon la couleur de peau que l'on a? Ou en tout cas, est-ce qu'il prend des formes particulières? Je pense que ça doit faire partie de la discussion que nous avons là. À la fois dans la pratique, dans les propositions, dans l'aspect législatif et des formes d'organisation. J'observe pour ma part que, ça sera ma conclusion, même si je ne suis pas là pour donner une indication dans les débats qui vont avoir lieu, c'est qu'à un certain moment, par exemple, ça me sert un peu j'allais dire de transition, puisque c'est Marine Poulain qui va prendre en premier la parole. À certains moments, il y a des grands combats. Par exemple, je pense au combat des travailleurs sans papier de 2009-2010, avec lequel que j'ai pour ma part appuyé, dans lesquels Marilyn a joué un rôle fort au nom de la CGT. C'était pas la CGT à l'époque d'ailleurs, mais enfin bon, qu'importe. Où on s'observe que la revendication, même papier, même contrat de travail, est quelque chose qui fédère et qui fait que, par exemple, par rapport à des populations de travailleurs sans papier présentées, j'allais dire, de manière discriminante, y compris dans les médias, par le gouvernement, comme renvoyant à la marginalité, à la fin de cette bataille, qui a uni 70% des Français soutenaient l'idée qu'il fallait régulariser les travailleurs sans papier. Donc on voit bien que là, on avait quelque chose qui unifiait et qui permettait, j'allais dire, non pas de dépasser les discriminations, mais en tout cas de rendre solidaires de ces revendications des populations plus larges. Voilà un petit peu la manière dont je voulais un peu lancer ce débat. Donc vont prendre la parole Marilyn Poulain, qui est animatrice du collectif Immigration CGT Paris, membre du collectif confédéral CGT Migrants. Suivront Emmanuelle Boussard-Verreca, qui est avocate spécialiste des discriminations au travail, Mornia Lapsi, qui est à côté de moi, qui est responsable syndical au ministère du Travail, Fabrice Dume, qui est aussi à côté de moi, un peu plus loin, sociologue, chercheur au sein de Crisis coopérative des recherches impliquées d'intervention sociologique, spécialiste des problématiques de discrimination, de racisme et de rapport ethnique, notamment dans le champ éducatif. Et puis on aura, je crois, une vidéo d'Emilia Rogue. Je propose à tous les intervenants, pour qu'on ait un peu un retour, on est en retard, mais qu'on ait un peu un retour dans la salle et que vous ayez des réponses, d'essayer de ne pas, dans votre première intervention, je parle d'essayer de ne pas trop dépasser 7-8 minutes, ce qui permettrait qu'à chaque fois, oui, j'ai vu que Daniel me fait signe, normalement vous avez 10 minutes, je sais, mais je vois aussi le temps, je pense que ce serait intéressant d'avoir après un retour. Donc si vous pouvez aller jusqu'à 10 minutes, mais si vous arrivez à faire un peu plus court pour permettre qu'il y ait un retour dans la salle, comme ça, c'est à vous que je donne la responsabilité des choses, ça serait sympa. Par contre, je ne dépasserai pas les 10 minutes, donc vous ne m'en voudrez pas de vous dire quand vous êtes arrivé à la fin de cette intervention. Voilà, je ne serai pas plus long. La parole est à Marilyn Poulain. Oui, donc déjà préciser, donc moi je suis membre du collectif confédéral CGT Migrants, peut-être vous expliquer ce que c'est, puisque c'est pas forcément un collectif de migrants, mais en effet, on va dire un collectif qui travaille sur les questions de la migration au niveau confédéral CGT et qui regroupe les organisations fédérales, donc les professions, les territoires, qui sont impliqués sur la question des migrations, et c'est pour travailler ensemble à des luttes et réfléchir ensemble à la question des migrations. Je précise, puisqu'en effet, dans la démarche CGT, en effet, ce qu'a rappelé Éric, et en tout cas notre boussole, en fin de compte, c'est la question de l'intérêt commun des travailleurs. Même patron, même combat. Pour l'instant, ça n'est pas encore désuet dans notre organisation, et c'est ce qu'a porté notamment Philippe Martinez dans la tribune qu'il avait écrite dans Le Monde, qui était sur pour lutter contre le dumping social. En effet, pour nous, la question, c'est vraiment la question de l'égalité des droits qui est au centre. En effet, l'égalité de traitement. Donc, peut-être pour préciser, en effet, bon,
selon mon avis, un des moyens de lutter en effet fortement sur cette question du racisme et de la discrimination, alors je le parle en effet sous l'angle plutôt migration, donc c'est-à-dire travailleurs migrants, on va dire, puisque moi c'est sur le terrain, c'est concrètement sur ce terrain-là que je suis engagée depuis des années, depuis plus de 10 ans, et un des premiers combats que j'ai vécu, c'est notamment dans ce lieu, puisque j'avais suivi les travailleurs sans papier qui avaient travaillé sur la rénovation de ce bâtiment, le 101 rue de l'Université. C'était des travailleurs sans papier qui étaient 60 et qui étaient travailleurs d'une entreprise sous-traitante de Bouygues et qui ont pu être régularisés dans le cadre du mouvement coordonné de grève des travailleurs sans papier de 2009. Et c'était en effet une situation de conditions de travail indignes. Et donc, dans ces luttes, que ce soit celle des travailleurs sans papier, qu'on soutient depuis des années, mais aussi, on va dire, les luttes de travailleurs saisonniers ou détachés, ce qu'on constate, c'est une réelle inégalité des droits, qui est clairement visible sur le territoire, avec quand même une réalité sociale qui est très prégnante et dont on parle peu, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on sent, c'est qu'il y a quand même une volonté de stigmatiser, comme l'a dit Éric, cette partie de la population, ces travailleurs migrants, qu'ils soient en situation dite irrégulière, qu'ils soient saisonniers ou détachés. Donc on sent cette stigmatisation très forte, et à la fois, on sait très bien que des pans entiers, en tout cas nous, c'est ce qu'on constate sur le terrain, des pans entiers de l'économie ne pourraient pas fonctionner sans ces travailleurs migrants. Soyons clairs, moi qui m'occupe des questions de migration à Paris, je ne connais pas un seul restaurant, pas un seul chantier, pas une seule entreprise, pas une seule administration où il n'y ait pas de travailleurs sans papier, que ce soit dans le cadre de l'hôtellerie, café, restauration, que ce soit dans le cadre du nettoyage, que ce soit dans le cadre du bâtiment, des travaux publics, que ce soit dans le cadre de la logistique, puisqu'on a eu des grèves l'année dernière. Il y a 160 travailleurs sans papier qui sont mis en grève en Île-de-France en février 2018, que ce soit donc chez Chronopost, GLS, tout ce qui est les métiers, en effet, les moins attractifs, les plus pénibles. Et en effet, tout cela doit nous poser des questions sur le caractère, on va dire, discriminatoire aussi de notre société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une société, mais bon, ce n'est pas exclusif à la France, où en effet, une grande partie des tâches, on va dire, les plus avilissantes, les plus pénibles, les plus difficiles, sont en effet réservées aux travailleurs immigrés. Et en effet, dans cette société-là, on va dire, il y a encore une double discrimination, de mon point de vue, qui se met en place. C'est que cette main-d'œuvre étrangère est d'autant plus discriminée puisqu'elle est dans une situation d'inégalité des droits. Soit sans papier, donc sans droit, clairement, on va dire, dans l'incapacité d'être dans une égalité pour revendiquer, soit dans un statut administratif qui est en effet assez emprisonnant quand on pense au statut des travailleurs saisonniers, qui sont aujourd'hui dans une relation exclusive avec un employeur. Je pense aux camarades, là, il y a eu des luttes en ce moment dans les vignes de Cognac où des travailleurs tunisiens sont sortis de l'ombre avec des conditions de travail qui sont considérées comme de la traite des êtres humains. Je pense aux travailleurs du Vaucluse, les travailleurs détachés dans les champs agricoles de la Boraltera. Il y a un certain nombre de travailleurs, des bûcherons dans l'Indre qui ont porté plainte pour traite des êtres humains, qui étaient saisonniers, des travailleurs dans les scieries du Jura. Ce sujet est assez massif. Bon, nous, ce qui est très positif, on va dire, c'est qu'on sent que ces travailleurs, après les luttes qui ont été menées, on va dire, tendent de plus en plus à s'organiser dans les syndicats, à porter des luttes, à revendiquer les mêmes droits, à être dans cette logique de revendication. Et c'est très positif, on va dire, tant pour leurs droits, mais que pour l'intérêt de tous les travailleurs, les droits de chacun. Et pour nous, ça semble assez fondamental qu'on puisse pousser ensemble pour faire comprendre au maximum que les droits de ces travailleurs, justement, ce sont les droits de chacun d'entre nous. Et ça, syndicalement, on va dire que c'est une responsabilité qui est très importante pour nous, parce qu'on doit pousser dans ce sens-là face à une montée des idées d'extrême droite qui est très forte, une montée du nationalisme qui est très forte, et dont on doit essayer ensemble on va dire, de bouger ces lignes et d'éviter d'opposer, on va dire, au maximum les intérêts des uns et des autres. Certes, il y a du dumping social, c'est vrai,
quand ces travailleurs sont surexploités ou sont victimes de traite des êtres humains, comme on l'a vu dans les salons de coiffure de Château d'Eau. Mais c'est important justement que les droits soient rétablis. Et quand les travailleurs se battent, je pense au chantier RATP-Déal où il y avait des travailleurs kurdes qui n'étaient pas payés depuis des mois et des mois par un sous-traitant de Vinci, ils ont pu être régularisés, ils ont pu être réembauchés par le donneur d'ordre Vinci en direct, ils ont pu faire payer plusieurs centaines de milliers d'euros par Vinci directement pour régler les arriérés de salaire, et ils ont pu surtout s'organiser syndicalement et prendre, on va dire, des responsabilités syndicales chez Vinci dans la filiale Sogea. Donc c'est ça qui est très important, qui doit être, de notre point de vue, une boussole, c'est que ces travailleurs puissent aussi prendre des responsabilités dans nos organisations syndicales, ce qui n'est pas simple, hein, puisqu'on est dans une société qui est discriminante, et cette discrimination, on la trouve au sein même de chaque structure de cette société, dans nos organes. Il faut donc pousser à la prise de responsabilité, à ce que ces travailleurs puissent y trouver leur place aussi. Donc, je suis peut-être un petit peu longue, mais voilà, en tout cas, c'est notre logique. Et bon, je pense, de mon point de vue, que ces luttes, assorties avec un vrai combat juridique, peuvent nous permettre de bouger des lignes et ramener cette question de l'égalité des droits. Je rappelle aussi un sujet qui, pour nous, est cher syndicalement, c'est la question, je sais que c'est un sujet de débat aussi, hein, la question de la liberté de circulation. Pour nous, c'est un débat fort syndicalement. Je pense qu'il y a beaucoup de syndicats qui portent ce sujet de la liberté, la mobilité des travailleurs, qui doit s'assortir d'une égalité de traitement, à travail égal, salaire égal, la question de l'égalité des droits. Et cette liberté de circulation, elle est importante parce qu'au final, qu'est-ce qui est plus discriminant que d'empêcher certaines personnes de pouvoir circuler et de se dire qu'au final, nous, résidents de pays occidentaux, on puisse circuler sans aucune difficulté et qu'on puisse imaginer que d'autres, dans d'autres pays, ne puissent pas le faire. C'est aussi une certaine vision de la société qui nous pose un problème, et ne pas toujours questionner uniquement les causes des migrations, mais se dire qu'il y a une question d'égalité qui doit être voilà, notre socle commun et notre boussole. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Merci Marilyn. Donc Emmanuelle Boussard-Verica, donc avocate spécialiste discrimination au travail. Et merci. Je poursuis sur le thème de l'égalité des droits, mais dans le champ spécifique du travail, j'allais dire régulier, entre guillemets, c'est-à-dire de personnes qui soit sont dans l'emploi, soit cherchent à y accéder sans qu'elles présentent les fragilités spécifiques qu'on nous a exposées. Alors, le Code du travail est assez protecteur en matière de discrimination, de lutte contre la discrimination, puisque nous avons l'article 1132-1 du Code du travail qui fait toute une liste de motifs pour lesquels on ne peut pas être traité défavorablement par rapport à d'autres personnes. À la fois, il y a 23 motifs de discrimination qui sont prohibés, et puis on nous donne une liste indicative de domaines dans lesquels cette discrimination peut s'exercer. Alors, parmi les motifs qui permettent de recouvrer la notion de racisme, il y a origine, prétendue race, et puis appartenance vraie ou supposée à une ethnie. Alors, comme parmi nous, avocats travaillistes, on est plusieurs à avoir des problèmes avec la race, la prétendue race, la notion de race, bien que depuis qu'ils ont rajouté prétendu, déjà nous sommes plus à l'aise, on va souvent sur l'origine. L'origine est un critère assez flou parce qu'il permet d'englober l'origine sociale que certaines conventions de l'ONU admettent, et puis l'origine propre à la personne, l'origine soit ethnique, soit... Alors là, on est obligé de revenir au problème, l'origine de la couleur de peau. Alors, ici, nous avons des différents domaines dans lesquels peut s'exercer la discrimination, et l'article 1132 a intégré, après avoir pensé que seuls les salariés dans l'emploi pouvaient être victimes de discrimination, ça c'est la loi Auroux de 1982, a rajouté en 92-93 les candidats à l'embauche. C'est-à-dire qu'on a pensé, enfin, qu'il était possible d'être discriminé même avant d'arriver à l'accès à l'emploi. Alors, c'est vraiment ce qu'on observe, nous, dans le domaine judiciaire. Je vais vous donner 2 exemples très précis. Dans le domaine judiciaire, c'est-à-dire là où se portent les combats, c'est l'accès à l'emploi
est-ce qu'on est embauché ou est-ce qu'on n'est pas embauché. Et c'est le développement de carrière, déroulement de carrière, l'évolution professionnelle. Et ça, c'est les deux grands domaines dans lesquels nous avons une jurisprudence assez efficace sur le sujet. Premier exemple, l'accès à l'emploi. C'est un salarié intérimaire de Airbus. Ça donnait lieu à un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en 2010, ce qui, pour nous, au droit de la discrimination, est déjà assez ancien. Un travailleur intérimaire qui était en concurrence avec en concurrence pour un emploi en CDI chez Airbus avec un autre travailleur intérimaire qui, lui, avait un nom bien français, alors que notre travailleur était, lui, d'origine maghrébine. Et il lui a été préféré, le travailleur français. Il était français, notre travailleur d'origine maghrébine, mais il avait un nom à consonance maghrébine. Il lui a été préféré quelqu'un qui s'appelait joliment du nom de Fleury, et donc qui ne permettait pas de penser qu'il avait une ascendance étrangère. Et le travailleur d'origine maghrébine a développé une argumentation visant à dire il est de façon discriminatoire procédé à l'embauche de mon collègue parce que j'avais des références qui étaient supérieures aux siennes pour obtenir ce poste-là précis. Et il a gagné devant la Cour d'appel de Toulouse avec l'aide de la HALDE de l'époque, donc antérieurement au défenseur des droits. Et la HALDE a fait des statistiques extrêmement précises, disant que sur, par exemple, 288 embauches chez Airbus dans cette période de référence, c'est-à-dire entre 2000 et 2006, il n'y avait que 2 personnes qui avaient un nom à consonance maghrébine. 2 personnes. Et dans l'usine en question, c'est l'usine de Saint-Éloi où était embauché ce travailleur-là en tant qu'intérimaire, il y avait 0 embauche en CDI. Donc on voit bien que là, il y a une politique d'entreprise qui visait, alors que le bassin d'emploi toulousain comprend évidemment un grand nombre d'enfants et de jeunes formés au métier de l'aéronautique d'origine maghrébine, on voit bien que là, il y avait un phénomène discriminatoire à l'embauche tout à fait évident. L'évolution professionnelle est aussi un grand problème que nous voyons évoqué devant les juridictions, avec beaucoup de procès en cours. C'est l'égalité du droit à évoluer professionnellement de la même manière que la population dominante. Alors, la population dominante étant bien évidemment des hommes de moins de 50 ans, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient trop âgés, en bonne santé et blancs. Ça, c'est la population dominante. Quand vous n'êtes pas de cette population-là, il y a toujours des possibilités que votre développement de carrière soit un peu en deçà de cette norme. Et alors, pour les personnes de couleur noire ou d'origine maghrébine, on a des difficultés absolument certaines en matière d'accession à certains métiers, à certains développements de carrière, qui fait que il y a des procédures, y compris dans des sphères socio-professionnelles élevées, de cadres, qui portent la discussion sur le fait de savoir si ils n'auraient pas eu la malchance, au contraire, de ne pas avoir de développement de carrière comme ceux de leurs collègues masculins en général, parce que se comparer aux femmes n'est pas toujours tout à fait flatteur en matière d'évolution professionnelle. Alors, je n'évoque même pas la question de la discrimination intersectionnelle, c'est-à-dire des femmes noires, qui est extrêmement prégnante. Extrêmement prégnante. Troisième cas, c'est l'institutionnalisation de la discrimination. Je pense là à l'affaire des Chibani, dont vous avez dû entendre parler à la SNCF, c'est-à-dire la non-accessibilité de toute une catégorie de la population, en l'occurrence c'était des travailleurs d'origine marocaine, en raison originellement de leur nationalité, au statut des cheminots, j'allais dire français entre guillemets. Alors là, nous avons eu toute une série de condamnations extrêmement importantes par la Cour d'appel de Paris, qui a été récente l'année dernière. Et donc là, on voit bien qu'on a laissé perdurer un système qui a été jugé c'est-à-dire maintenant, aujourd'hui, discriminatoire, mais on l'a laissé perdurer pendant 40 ans. Donc, on voit bien que l'inaction à la fois de l'employeur, parce qu'ici, la SNCF est quand même un employeur de droit privé, c'est un EPIC,
un établissement public industriel et commercial, à la fois de l'employeur, à la fois de l'État, parce que l'État avait une responsabilité dans la question, comme il a une responsabilité de façon générale quand il ne promeut pas suffisamment un droit à l'égalité, ce qui est obligé de compenser le défenseur des droits de façon assez véhémente, et on l'en remercie d'ailleurs, aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de penser que l'État a aussi une responsabilité dans la perpétuation d'une situation de difficulté au regard du droit à l'égalité de certains travailleurs. Donc voilà, je peux être plus précise si vous le souhaitez, si vous avez des questions, mais pour l'instant j'en reste là. Merci. Et Mordi à la psy qui me dit moi je serai plus long. pas plus de 2 minutes de plus, parce que 2 minutes chacun. Un challenge. Donc Mordi à la psy, responsable syndical au ministère. Allez. Alors, c'est parti. D'abord, la question, c'était de savoir est-ce qu'il y a de la discrimination systémique liée à l'origine, je crois. Hein. C'est l'objet de cette table ronde. Alors, moi, je voulais quand même, avant de répondre à la question, préciser un certain nombre de choses. D'abord, j'ai entendu plein de choses très intéressantes ce matin. Vraiment, les débats et les interventions étaient d'une qualité très, très, très importante. Je voulais aussi remercier Daniel quand même, parce que d'abord de m'avoir invité. On n'est pas de nombreux racisés à intervenir quand même. Donc voilà. Et merci également Eric. Du coup, rapidement, parce qu'il y a eu plusieurs notions qui ont été invoquées. Il y a eu le racisme d'État, la discrimination systémique, le racisme, etc. Donc moi, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas anthropologue, mais bon, je suis quand même syndicaliste depuis 18 ans, femme. D'origine maghrébine, fille aussi d'immigrés algériens colonisés, aussi membre d'associations très actives au sein des quartiers populaires, et je vis dans un quartier populaire, donc voilà, donc je pense que je cumule, et en tout cas c'est mon expérience, et quand même ça sera appuyé par un certain nombre de données objectives après coup. Pour ma part, aujourd'hui en France, il n'y a pas que du racisme d'État. Voilà. Alors moi je ne vais pas développer le racisme d'État, pour moi c'est effectivement les lois qui portent atteinte à une population particulière qui remplit un critère, et notamment celui de la race. Bon, il y a ça, mais il y a aussi la discrimination institutionnelle qu'on retrouve un petit peu partout. Je suis désolée, je ne sais pas si vous m'entendez sans micro. Ah, voilà. Non, garde ton micro. C'est vrai. D'accord. Mais en fait, j'ai tellement l'habitude de parler fort sans micro que je me dis que, à mon avis, vous m'entendez bien comme ça. Du coup, alors, pour moi, il y a discrimination, en effet, institutionnelle qu'on retrouve un peu dans toutes les institutions, qui est verticale, mais il y a aussi la discrimination horizontale, c'est-à-dire qu'il y a celle qui est portée par le groupe dominant, hein, qui est blanc. Voilà, hein, ce matin, ça a été longuement développé par d'éminents sociologues et anthropologues. Et il y a quand même une difficulté aujourd'hui, parce que ce groupe dominant blanc, il est pas que facho, il n'est pas que du Front National, il est à la fois de gauche, il est à la fois de droite, il est composé de femmes, d'handicapés, mais il est blanc. Voilà. Et du coup, la difficulté que peuvent avoir des racisés, dont je fais partie, et je parlais ce midi avec d'autres, hein, et puis j'ai eu l'occasion aussi de le voir, d'en être témoin, notamment quand je vois Daniel à la télé, dans le cadre de débats, mais aussi faire l'objet de critiques extrêmement violentes, alors que là où des femmes blanches pourtant en font l'objet, mais quand même qui ne sont pas du même acabit et qui sont quand même... en tout cas, ça s'analyse. Du coup, je constate, nous constatons qu'il y a quand même une résistance forte par le groupe dominant, qui n'est pas forcément l'État, qui n'est pas forcément les employeurs, ceux qui dirigent, c'est tout à chacun, vous, qui considère que la discrimination raciale, c'est l'effet simplement de racistes du Front National. Or, on peut le constater dans le quotidien, la discrimination raciale, elle est systémique, c'est un mode de fonctionnement dans la société, et qu'un grand nombre de personnes ont intégré des mécanismes qui ont pour effet de discriminer des gens qui sont racisés. Voilà, donc ça, je voulais quand même faire une petite aparté de plus de 2 minutes quand même, sur le sujet.
avant quand même de citer quelques chiffres. Alors d'abord, du coup je vais lire, c'est un peu désagréable pour vous, mais je vais le faire quand même. Il y a le rapport du Défenseur des droits qui est tombé il y a 3 jours à peu près, qui est quand même assez intéressant et qui est important, même s'il ne nous apprend rien, mais quand même c'est important d'objectiver. Donc on a eu quand même, pour l'année 2018, 5631 réclamations pour discrimination. Et on a 28% de ces réclamations qui concernent l'emploi privé. Sur ces 28%, le premier critère qui est visé, c'est celui de l'origine. Si on prend toutes les réclamations pour discrimination, le premier critère est le handicap et le deuxième critère, c'est l'origine. Donc ça, c'est un constat et ce n'est pas contestable. Ensuite, il faut rester dans les chiffres, parce qu'après, on va aborder un petit peu les questions de manière un peu plus concrète et un peu plus vivante. Il y a quand même eu, en 2016, je fais partie du ministère du Travail, donc je fais partie du corps qui est censé lutter contre les discriminations dans l'accès à l'emploi et dans le travail. Donc, en 2016, il y a eu un rapport qui a été demandé par la ministre de l'époque, donc pour ne pas la citer, Myriam El Khomri, qui a été effectué par la DARES. Je tiens à préciser d'ailleurs que ce testing, puisque c'est un testing, les agents de contrôle du ministère du Travail n'en ont pas été informés. Bon, il y a eu 3000 candidatures qui ont été envoyées, 40 entreprises qui ont été testées. Et là, ce qui est intéressant, on vient quand même montrer que ce n'est pas simplement un problème d'accès à l'éducation, puisque là, on a visé quand même des postes d'employés et de cadres. L'étude, elle montre clairement que, voilà les résultats. Résultats globaux montrent que les recruteurs ont été souvent intéressés par les candidatures hexagonales, puisqu'en France, on a des difficultés à dire les choses avec des mots simples, et que les candidatures maghrébines, voilà, étaient, alors j'en suis où, hexagonales que par les candidatures maghrébines. Le taux de réponse positive est respectivement de 47% donc pour les hexagonaux et de 36% pour les maghrébins. Donc c'est un écart significatif. Qu'est-ce qui a été fait suite à ça? Rien. Autant vous dire, rien. C'est-à-dire que les entreprises étaient censées proposer des plans d'action pour lutter contre la discrimination. Depuis, plus rien. Il y a eu, je crois, une lettre pour l'attention d'une entreprise. Pour ne pas les citer, je crois que c'était Courtepaille, mais il ne s'est rien passé. Alors, il ne s'est rien passé de la part des pontes, de ceux qui sont censés organiser le travail au sein du ministère du Travail. Mais il ne s'est rien passé non plus du côté des gens qui sont censés lutter au quotidien contre la discrimination. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la discrimination raciale, que ce soit à l'embauche ou d'une manière générale dans l'évolution de carrière, mais également dans l'évolution salariale, dans les sanctions, etc., ne sont absolument pas un enjeu de lutte au sein de notre ministère. Clairement, quand on reçoit aujourd'hui une salariée ou un salarié qui nous fait état, par exemple, de harcèlement dans son quotidien ou qui nous fait état d'un décalage de salaire entre lui et ses collègues et qu'il est racisé ou qu'elle est racisée, à aucun moment, il y aura le réflexe de demander à cette personne, comme on peut le faire pour les syndicalistes, c'est complètement intégré, un syndicaliste, on considère que comme il est syndicaliste, c'est parce qu'il est syndicaliste. Eh bien, à aucun moment, ça ne sera posé. Et quand on pose le débat sur le sujet, il y a une résistance, mais extrêmement dure et violente. Donc, autant vous dire que les victimes ne s'adressent pas au ministère du Travail pour évoquer les questions de discrimination, d'où le décalage qu'il peut y avoir aujourd'hui entre les plaintes qui sont adressées aux défenseurs des droits et les plaintes qui remontent au ministère du Travail. Ça, c'est pour le privé. Ensuite, il y a aussi la discrimination liée à l'origine au sein des fonctions publiques. Parce que les fonctions publiques ne sont absolument le cœur de la République, vous savez, c'est censé neutraliser toutes les discriminations. On est loin d'être exemplaire en matière de non-discrimination. Un rapport est tombé en 2016 qui s'appelle le rapport Lortie, qui fait suite à une demande de la ministre de la fonction publique de l'époque, qui est Madame Lebranchu, 2015, je crois, et qui, en 2016, est paru, et qui dit quoi? Il y a quelques ministères qui ont été testés, dont d'ailleurs le ministère du Travail, et étonnant, pour le ministère du Travail, il est dit qu'il y a de la discrimination qui vise les ultramarins et les femmes pour le concours de contrôleur du travail. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Pas grand-chose. Bon. Alors, pas grand-chose.
moi, j'ai mon analyse, d'abord personnelle, mais j'ai aussi une analyse qui est partagée par un certain nombre de racisés et d'associations qui sont certes petites, mais qui sont très actives dans les quartiers. C'est que ces mécanismes de discrimination, ils sont opérants dans toutes les organisations, les institutions, tout ce qu'on peut imaginer, qui sont censés lutter contre cette discrimination. Prenons l'exemple des organisations syndicales. Voilà. Donc là, bon, j'ai ma camarade qui est intervenue sur les travailleurs sans papier. C'est en effet une réalité. Les organisations syndicales s'emparent du sujet des travailleurs sans papier. Parce que, j'ai envie de dire, c'est presque une évidence. C'est pas une évidence, ça saute aux yeux. On est bien sur une loi qui est discriminatoire à l'égard des travailleurs étrangers. Mais l'affaire des Chibani, elle illustre clairement l'absence de réaction et la difficulté pour les organisations syndicales de s'embarrer de ce sujet. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les Chibani, ils se sont, je crois, organisés autour de 2015. Ils ont gagné en première instance, ils étaient 300. Entre-temps, les organisations syndicales ont vu qu'ils gagnaient. Vous voyez que le droit, il peut marcher quand on le mobilise à un moment donné. Et il y a un appel de la SNCF, et entre-temps, les organisations syndicales ne les ont toujours pas accompagnés. C'est-à-dire qu'ils étaient 800, et ils ont gagné. Et pour information, il y a quelques organisations syndicales même qui avaient parié sur le fait qu'ils perdraient. Bon, donc ça, c'est très problématique. C'est très problématique parce que on se pose la question de savoir pourquoi finalement les discriminés, ils peuvent pas se défendre. Eh ben, ils peuvent pas se défendre pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a l'effet de l'intersectionnalité. Pour beaucoup, ils n'en ont pas les moyens financiers. Ensuite, parce que les acteurs institutionnels qui sont censés lutter à leur côté ne le font pas instinctivement, et quand ils le font, c'est souvent des gens qui sont extrêmement sensibilisés et qui eux-mêmes, du coup, se retrouvent face à des mécanismes de résistance extrêmement forts. Voilà. Donc ça, c'était pour expliquer pourquoi aujourd'hui les victimes n'arrivent pas à mobiliser le droit. Ensuite, il y a le droit. Donc je vais faire un petit peu une continuité de ce qu'a dit la collègue. Aujourd'hui, le droit, il existe. Donc le Code du travail institue le principe de non-discrimination pour plusieurs critères, dont le critère d'origine ou le critère d'origine ethnique, réel ou supposé. Ensuite, il faut savoir qu'il n'y a pas de sanction prévue dans le Code du travail lorsqu'on constate qu'il y a une discrimination raciale. Par contre, ça renvoie vers le texte pénal, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais qui est l'article 225-2, qui prévoit qu'on peut sanctionner lorsqu'il y a une discrimination à l'embauche, lorsqu'il y a une sanction, lorsqu'il y a un licenciement ou lorsqu'il y a un écart d'un stage. Eh bien ça, c'est possible, mais sauf qu'on ne le fait pas. Notamment, c'était possible suite au résultat de la première enquête qui avait été menée par la DRS en 2016 et lorsque les 40 entreprises ont été testées. Petite juste digression, Macron, donc, qui est notre président, a annoncé qu'un deuxième testing était en cours. Donc j'invite les députés du France Insoumise à l'interpeller sur le sujet. Un deuxième testing est en cours en ce moment et concerne un certain nombre d'entreprises. Donc demandez-lui ce qu'il en est et demandez-lui aussi ce qu'il compte faire cette fois-ci. Donc ça, c'est en effet le droit. Donc le droit n'est pas mobilisé. Ça, en effet, c'est le premier constat qu'on peut faire. Ok, j'ai compris. Et puis, je vais faire court parce que quand même, il est question de proposer des solutions. Et moi, j'en ai quelques-unes quand même. D'abord, je précise, c'est juste pour que il y ait un retour et qu'après on puisse... Il n'y a pas de souci, mais rapidement, parce que ça peut faire des pistes. Et puis moi, j'aimerais bien qu'il y ait des retours sur mes propositions, parce qu'elles peuvent être scandaleuses. Alors d'abord, je crois qu'il va falloir qu'on arrête avec ces faux débats, les statistiques ethniques, est-ce qu'on fait pas. Il est très clair, si on veut établir les choses et permettre de lutter contre la discrimination, il faut mesurer. Voilà. Après, on appelle les choses comme on veut, mais il faut mesurer. Par ailleurs, les chiffres que je viens de vous donner, c'est du mesurage. Donc les statistiques ethniques, c'est déjà possible. Ensuite, il faut l'encadrer. Donc faisons-le une fois pour toutes. D'une part, pour pouvoir objectiver de manière claire et sans équivoque les choses, et d'autre part, pour permettre aussi aux victimes, d'une part, de se sentir légitimées, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, et d'autre part, pour qu'ils puissent mobiliser le droit et gagner lorsqu'ils engagent des procédures. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le défenseur des droits. Bon, le défenseur des droits, il mobilise beaucoup d'énergie, il pond des avis qui sont extrêmement bons. Néanmoins, il manque de moyens. Alors moi, du coup, j'ai fait quelques recherches. On est en retard sur tout en France. Et au moins
au moins qu'allons-nous sur ce qui existe ailleurs. En Irlande, par exemple, l'équivalent du défenseur des droits, c'est un commissariat qui est pourvu d'un budget énorme, qui peut aider, qui a un pouvoir d'enquête et qui peut aider les victimes à aller devant les juridictions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les avis du défenseur des droits, je peux vous dire qu'ils sont loin de s'imposer aux juges lorsqu'il y a des affaires. Ça, c'est une évidence, notamment au tribunal administratif. Ensuite, il y a changer le droit du travail. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va changer les pratiques professionnelles des collègues qui sont censés l'appliquer. Mais faisons ce qui existe dans le droit du travail pour la discrimination sexuelle et la discrimination syndicale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le droit du travail, il est prévu des sanctions lorsqu'il y a l'existence d'une discrimination syndicale sur tous les champs, c'est-à-dire l'évolution de carrière, l'évolution salariale, lorsqu'on est écarté d'un poste, tout est prévu pour la discrimination sexuelle, c'est pareil. Ensuite, donnons un pouvoir de sanction sur le sujet. Si on considère que le sujet est grave, eh bien, le ministère qui est chargé de lutter contre les discriminations doit pouvoir sanctionner comme il peut le faire dans le cadre des PSI. Mais vraisemblablement, pour le gouvernement, ce n'est pas une priorité. Ensuite, moi, je vais revenir un petit peu sur ce qui avait été discuté avec Daniel avant les élections. Moi, je vais vous dire, à un moment donné, quand ça marche pas. Les corps qui sont là et qui sont censés lutter contre la discrimination ne le font pas. Eh bien, il faut créer un ministère de la non-discrimination, viser les discriminations opérantes qui sont aujourd'hui identifiées de manière objective et créons un commissariat ou un autre nom, comme vous le voulez, avec des corps de contrôle, des pouvoirs accrus, indépendants et qui puissent intervenir de manière transversale sur l'accès aux droits, sur l'accès à l'emploi, sur l'accès à l'éducation, sur l'accès aux services. Voilà. Donc j'avais encore plein de choses à dire, mais je crois que sinon je vais me faire vraiment engueuler. Non, t'engueuler, je ne me permettrai pas. Fabrice Dume, sociologue, chercheur au sein de Crisis. Merci. Comme je suis seul à intervenir sur l'école, j'imagine que j'ai 3 fois 10 minutes, c'est ça? Non, ne me mettez pas tous en difficulté. Pour penser. Non, mais ça me semble assez significatif, on pourrait y revenir, c'est-à-dire aussi de la manière dont, de façon générale, dans les politiques publiques, la question de l'école est traitée et n'est pas traitée sous l'angle précisément des discriminations et du racisme. Alors mon point de vue, moi, ce sera un point de vue de chercheur, mais des chercheurs qui est impliqué, de sociologues publics et impliqués dans l'action publique. Vous n'entendez pas suffisamment, c'est ça? Il faut que je rapproche peut-être? Oui, merci. Donc mon point de vue, chercheur, sociologue public impliqué dans l'action publique et membre du groupe majoritaire sur bien des plans, c'est-à-dire du groupe social privilégié qui bénéficie objectivement du système raciste. Et ça n'est pas sans lien avec la manière dont la recherche se déroule en général, puisque la recherche à l'école a tendance à privilégier les théories de l'intégration. D'accord ? Donc une théorie qui est tout à fait favorable au groupe majoritaire, d'accord ? Et donc à expliquer, si vous voulez, les problèmes à l'école, principalement par les problèmes des publics. Voilà. Ce seraient les publics qui seraient d'une façon ou d'une autre défaillants, loin des codes de l'école, etc. Donc ça, c'est une tendance effectivement assez lourde dans la recherche qui est intéressée à la question scolaire. Alors, je vais répondre tout de suite à la question un petit peu qui était posée autour de cette table ronde. De mon point de vue, oui, la discrimination raciale à l'école est quelque chose de structurel et de massif. C'est notamment lié à une société qui a la passion des hiérarchies et des distinctions sociales, et dans ce cas-là, qui demande, d'une certaine façon, aussi à son école de hiérarchiser, de sélectionner, de trier. On le voit non seulement dans l'orientation scolaire, mais on le voit aussi dans la logique de formation. Quel est le type de savoir, de culture, etc., que l'on travaille, d'exigences, d'attentes que l'on a, de normes de comportement que l'on a, etc. Ceci dit, c'est pas parce qu'on dit que l'école est en partie indexée à une société hiérarchisée que la discrimination scolaire s'explique uniquement par les hiérarchies sociales dans le monde du travail. C'est un des éléments, mais c'est pas le seul. Et ce qu'on voit, on le sait particulièrement bien sur les travaux sur la ségrégation, par exemple, c'est que la ségrégation scolaire est plus forte que la ségrégation urbaine, par exemple. On ne peut pas expliquer seulement les mécanismes scolaires par des mécanismes qui seraient extérieurs à l'école. Ceci étant dit, c'est quelque chose de structurel et de massif, mais, et c'est là un petit peu que les évidences doivent être mises à l'épreuve, c'est que la réalité de la manière dont ça se produit est souvent plus subtile. Et
subtil parce que de nature systémique, comme le disait la collègue, c'est-à-dire que c'est des interdépendances entre des acteurs, des chaînes d'action, et ça ne se concentre pas à un endroit d'une manière particulière. C'est ça un petit peu que je voudrais poser. Alors, deuxième élément, c'est pas 3 fois le temps qu'il faudrait, c'est 4 fois. Parce que quand on dit l'école, on parle habituellement des publics. Je suis sûr que vous vous attendez à ce que je vous dise, est-ce que les publics scolaires sont discriminés? Mais l'école, c'est aussi quasiment 1 million d'agents. D'accord ? C'est aussi peut-être le premier employeur de France, ou pas loin. Et c'est une chose dont on ne parle jamais quand on parle du racisme et des discriminations à l'école, c'est quelle est l'expérience du racisme et des discriminations des personnels scolaires. Voilà. Il n'y a à peu près aucun travail scientifique sur cette question. Voilà. Il y a quelques études qui touchent un petit peu ça, j'en dire un peu à la marge, et simplement pour vous informer, ça peut vous intéresser, il y a 2 enquêtes qui sont en cours. Là, moi, je menais une enquête sur la question de l'expérience chez les personnels scolaires, et on a une enquête collective que nous sommes en train de monter sur l'expérience à l'université, à la fois auprès des étudiants et auprès des personnels des universités. Alors, ceci dit, non, excusez-moi, encore un petit mot par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on sait par rapport aux quelques travaux exploratoires qu'on a qu'il y a bien une question qui se pose, à la fois dans l'expérience du racisme quotidien qu'il y a au travail, mais aussi très probablement dans la forme de distribution du travail. Comment les tâches sont réparties, qui va enseigner en banlieue, qui aide à des postes plutôt subalternes. Là, il y a des questions à poser, mais pour lesquelles je n'ai pas beaucoup d'éléments documentés, d'accord, sur cette affaire-là. Par contre, ce que montre aussi, ce que commencent à montrer les enquêtes sur cette question, c'est que même si les enseignants ne sont pas peut-être directement racisés, par exemple dans la salle des profs, que les commentaires racistes dans la salle des profs, ils ne visent pas forcément directement les collègues, ils visent plutôt les élèves, mais ça a un effet rebond comme au billard. C'est-à-dire que les enseignants racisés, eux, se prennent en pleine figure la manière dont on regarde les élèves. Parce qu'ils entendent bien l'implicite qui est derrière, c'est qu'eux, au fond, ils feraient partie du même groupe, même s'ils ne sont pas immédiatement nommés comme tels. Donc là, il y a une vraie question politique dont il faut se saisir. Si on regarde du côté des publics, il y a un sentiment, ce qui était annoncé avec les chiffres de trajectoire et origine, il y a un sentiment et un vécu massif de discrimination. On est en général sur l'enquête trajectoire et origine à 15% de personnes qui déclarent de la discrimination à l'école, mais dès qu'on est sur des groupes originaires du Maghreb, d'Afrique subsaharienne ou de Turquie, on est de 15 à 20%. Et idem à l'université, pour ce qu'on en sait, les quelques enquêtes exploratoires dont on dispose nous montrent des chiffres à peu près équivalents. Ça veut dire ça passe à entre 20, 25, 30% pour les personnes qui sont les plus immédiatement racisées. Voilà. Ce que nous montre l'enquête trajectoire et origine, c'est que même si bien sûr ça a des liens avec la question de la classe sociale, il n'y a pas, cette déclaration, ne varie pas en fonction du niveau, ne varie pas de manière significative en fonction du niveau de diplôme des parents, ni du niveau scolaire des parents, ni du statut socio-professionnel des parents, ni d'ailleurs du niveau de diplôme des enquêtés eux-mêmes, des jeunes que l'on questionne. Elle varie par contre en fonction de l'expérience scolaire. Si vous êtes dans un lycée professionnel et que vous n'avez pas choisi d'y être orienté, si vous êtes en situation de décrochage ou sorti sans diplôme du système scolaire, etc., là, il y a une très nette surdéclaration en termes de discrimination. On pourra y revenir, ça pose des questions d'interprétation, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire derrière, mais ce que je voudrais dire de façon générale, c'est que ce sentiment qui est, ou cette expression du vécu qui est posée là, est là des dimensions tout à fait objectives. Il y a, lié à ça, des situations objectives et des expériences concrètes, à la fois de discrimination et de racisme, qui sont des expériences souvent répétées, mais qui sont d'abord souvent des micro-agressions ou des micro-discriminations. Et si je dis ça comme ça, c'est aussi parce que si on raisonne sur le plan du droit, ce sont des discriminations infralégales, en dessous du seuil de ce que le juge considère comme une question de droit. Voilà. Ce qui nous pose des problèmes, c'est-à-dire que le type de régulation, le type de manière de porter politiquement ces questions-là n'est pas nécessairement toujours avec les mêmes outils, même si on a quelques cas un peu visibles de discrimination qui sont condamnables, d'accord, et par exemple pénalement condamnables. Voilà. Alors, c'est ce que je vous disais, les chiffres que je vous citais, c'était sur du ressenti, d'accord, sur de la déclaration subjective. Ceci dit, on sait 2 choses. La première qu'il faut avoir en tête, c'est que les enquêtes dont on dispose sur la déclaration subjective tentent à montrer que la plupart des personnes sous-estiment la discrimination, ou plutôt sous-déclarent la discrimination. Et elles le font pour plein de raisons.
à la fois parce qu'elles ne veulent pas avoir endossé le statut de victime, à la fois parce que les situations de discrimination sont très incertaines. Il est très compliqué de dire là, c'était ça qui a joué. D'accord ? Et les personnes sont plutôt très prudentes, pour le coup, avec la manière de jouer avec cette catégorie de la discrimination. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, qui rend aussi les choses floues et compliquées à cerner, c'est que quand quelqu'un a le sentiment d'avoir été discriminé à un endroit, ça ne veut pas dire qu'il ait forcément été discriminé à cet endroit-là. Mais ça veut dire qu'il a une expérience de la discrimination plus générale, qui ne s'arrête pas, parce que nul ne s'est soucié de mettre fin au racisme et à la discrimination. Et que du coup, ce sentiment-là, il colonise, si je peux le dire, la manière de voir et d'éprouver le monde. Je peux vous donner un exemple. Une enseignante que j'ai vue il n'y a pas longtemps en entretien, dans le cadre de l'enquête sur l'expérience enseignante, qui a été de nombreuses reprises, de manière extraordinairement violente, discriminée, notamment dans ses études universitaires, et qui s'est dirigée vers l'enseignement, et qui avait peur de la salle des profs, parce qu'elle pensait que la salle des profs, c'était le temple du racisme. Voilà, selon son mot. Elle s'est rendue compte que ce n'était pas le cas. D'accord ? Mais par contre, elle avait, de manière très juste, une vision globale, d'accord, d'un problème qu'elle focalisait sur la salle des profs, alors qu'il se joue probablement plus subtilement ailleurs et de manière disséminée. Hein, c'est pour vous donner un exemple de la difficulté, pour le coup, à le saisir. Ce que je voudrais dire, pour terminer, c'est que c'est là aussi la subtilité de cette affaire, c'est qu'on se représente souvent la discrimination comme quelque chose en soi, d'accord, un problème en soi. Non, en fait, la discrimination, c'est juste une manière de sélectionner. Donc, c'est pas différent de la sélection, quoi. D'accord ? Enfin, ce qui l'en différencie d'une certaine manière, c'est qu'on considère que là, celle-ci serait illégitime, notamment parce qu'elle repose sur des critères qu'on juge illégitimes. Mais si on veut voir la discrimination, il faut qu'on suive le fil des processus de tri et de sélection scolaire pour voir comment là-dedans les logiques racistes ou des logiques de racialisation, de racisation opèrent et fonctionnent. Et là, ça nous amène à voir que les choses ne sont pas uniformes parce que la notation des élèves, c'est pas le même mode de sélection que l'orientation scolaire. C'est pas encore le même mode de sélection que l'accès à un stage. Vous comprenez ? À chaque mode de sélection, à chaque forme de tri, il va y avoir des formes, pour le dire comme ça, de discrimination qui sont différentes. Ce qui rend très compliqué d'avoir une vue d'ensemble du système scolaire en disant voilà comment ça discrimine dans l'ensemble. D'accord ? C'est extrêmement hétérogène, pour le dire comme ça. Deuxième chose que je veux dire, c'est que, et ça vous le savez, c'est très variable selon les territoires et les établissements. C'est lié au contexte de ségrégation. Et par exemple, on sait que la composition raciale des classes, avec l'idée de polariser les élèves vus comme d'origine étrangère et puis les filles vues comme françaises, comme le disait un collègue dans les années 90, que ce type de composition des classes, il est principalement, ou peut-être de manière plus saillante, dans les établissements un peu ségrégés ou dans lesquels les chefs d'établissement ont besoin de donner des gages aux familles de classe moyenne. Pour leur dire, regardez, on va contenir les barbares dans une classe, et puis vos enfants à vous, on va les mettre dans des bonnes classes. D'accord ? Donc c'est lié, ça a un effet, la ségrégation, le type, sur la manière dont ça va se produire après en termes de traitement racial et de discrimination. Je voudrais également souligner deux éléments encore. C'est que c'est éminemment variable selon le degré de sélectivité. Plus on a une école sélective, et ça, sur l'action publique, c'est un levier fondamental, plus on a une école qui est sélective, et plus on a une école qui recourt à la discrimination. Voilà, on le sait, on pourrait y revenir par plusieurs types d'enquêtes, voilà, mais c'est là que je disais que la passion élitaire et la logique élitiste de l'école a pour effet très clairement de légitimer un certain nombre de mécanismes discriminatoires. Dernière chose que je voulais pointer dans cette affaire-là, sur ce qui fait varier, si vous voulez, le problème, c'est aussi que la question raciale n'est pas séparable, ou rarement séparable des questions de genre et des questions de classe sociale. On sait que, à la fois en termes de vécu, mais aussi dans la manière dont la discrimination opère, les garçons et les filles, par exemple, n'ont pas le même statut dans l'école. Ils n'ont pas le même statut du point de vue de la réussite scolaire ou de la catégorie de bon élève. Voilà. Tout ça, ça joue, et ça fait qu'on ne peut pas non plus avoir une lecture simple, si vous voulez, des mécanismes par lesquels ça passe. Merci beaucoup. Avant de vous donner la parole, on a une vidéo d'Emilia Roig, qui est docteure en sciences politiques, directrice du Centre pour la justice intersectionnelle et qui ne pouvait pas être parmi nous, mais qui nous a fait une vidéo. Bonjour à toutes et tous, chers députés, chers collègues. Je me réjouis de pouvoir intervenir aujourd'hui en différé sur le sujet important et urgent que sont les discriminations structurelles dans les secteurs de l'emploi et de l'éducation.
Donc, quel type de discrimination constate-t-on dans ces deux domaines? Quelle est leur ampleur et comment y remédier? Donc, il serait impossible dans le temps qui m'est imparti de répondre à ces questions de manière exhaustive. Ainsi, j'aimerais mettre l'accent sur l'aspect intersectionnel de ces discriminations. À la question « Quelle est l'ampleur de ces discriminations ?» j'aimerais tout d'abord répondre que nous sommes toujours limités dans notre capacité à quantifier ce phénomène de manière holistique. Pourquoi? Parce qu'il nous manque des statistiques. Alors, les statistiques ethniques, comme elles ont été appelées, ou alors le terme que je préfère de « equality data », c'est-à-dire les données d'égalité, qui nous permettent d'établir un état des lieux des discriminations et de pouvoir faire émerger des structures dans ces secteurs. Donc, il est possible de connaître, par exemple, le degré de représentation des femmes et des hommes dans certains secteurs de l'emploi et de l'éducation. Cependant, il nous est encore, pour une grande partie, impossible de connaître la composition démographique du groupe femmes ou du groupe hommes, mis à part l'âge, la nationalité et parfois le handicap. Mais rien ne nous permet de savoir si ces femmes appartiennent à des minorités raciales, ethniques ou religieuses, des catégories qui sont tout à fait pertinentes au regard des discriminations structurelles sur le marché de l'emploi et dans l'enseignement. Alors pourquoi est-ce pertinent, pourquoi est-ce nécessaire d'avoir ces données? Donc par exemple, les écarts de salaire entre hommes et femmes ne peuvent être abordés de manière efficace sans une perspective intersectionnelle. Donc si l'on adopte une perspective intersectionnelle, alors il est possible de faire émerger les schémas sous-jacents à ce que j'appelle l'inégalité intersectionnelle des genres. Alors, je vais m'expliquer sur l'inégalité intersectionnelle des genres, mais d'abord j'aimerais définir l'intersectionnalité. Donc l'intersectionnalité, en fait, c'est un concept qui a été inventé en 1989 par professeur Kimberly Crenshaw, que nous avons la chance d'avoir en tant que présidente au Center for Intersectional Justice. Et donc ce concept nous permet en fait d'aborder les discriminations, d'aborder les inégalités sociales d'un point de vue multidimensionnel. C'est-à-dire au lieu de ne regarder qu'un axe d'inégalité, par exemple soit le genre, soit l'ethnicité, soit le handicap, il met en perspective et montre à quel point donc, ces différents systèmes d'inégalité, donc que ce soit le patriarcat, le racisme, le colonialisme ou le capitalisme, sont complètement interdépendants et produisent des effets donc de par la manière dont ils influent les uns sur les autres. Donc revenons à l'inégalité intersectionnelle des genres. Donc si les écarts de salaire ne sont envisagés que par l'axe du genre, alors le processus de transfert du travail de care qui s'opère entre les femmes employées dans le secteur de l'emploi formel et les femmes employées dans le secteur des services à la personne est invisibilisé. Donc, alors que les premières de ces femmes employées sur le secteur formel bénéficient des plans mis en place pour une meilleure conciliation de vie privée et vie familiale, comme par exemple les chèques emploi-service ou d'autres aménagements visant à alléger ces femmes des tâches relevant de la sphère reproductive, c'est-à-dire mettre au monde des enfants, les élever, aller les chercher à l'école, acheter leurs vêtements, faire le ménage, entretenir le foyer, faire les courses, et la liste est longue. Mais ce sont des tâches qui bien souvent sont invisibilisées et qui sont considérées comme des tâches inhérentes au fait d'être femme. Et donc les secondes, les femmes employées dans le service des secteurs à la personne, le secteur des services à la personne, travaillent souvent dans des conditions semi-légales, souvent en situation irrégulière et très souvent appartenant à des minorités ethniques et raciales. Donc l'intersectionnalité, l'intersection de la classe sociale, du statut migratoire et de l'ethnicité joue donc un rôle primordial dans l'organisation du care. Mais quel est le rapport avec les écarts de salaire entre hommes et femmes, me direz-vous? Donc, les écarts de salaire entre hommes et femmes au sein d'une même entreprise diminuent souvent au détriment des inégalités de salaire entre femmes, donc entre femmes diplômées et femmes diplômées, entre femmes issues minorités ethniques et femmes blanches, entre femmes issues de milieux socio-économiques privilégiés et femmes issues des classes pauvres, entre femmes migrées et descendantes d'immigrés, et entre femmes françaises et françaises de souche. Donc, c'est bien pour dire que, évidemment, qu'il y a des femmes descendantes d'immigrés qui sont aussi dans ces secteurs formels et qui bénéficient aussi des services à la personne. Mais quand on regarde les structures sociétales qui se cachent derrière ces phénomènes, elles sont quand même très claires. Donc, son intervention discrète, ou plutôt invisibilisée, mais vitale de ces dernières, donc ces femmes immigrées en général, de classe pauvre, de minorités ethniques, etc. Les premières, donc les femmes embauchées sur le marché du travail formel, donc le milieu socio-économique supérieur, diplômées, ces femmes n'auraient pas la possibilité
était d'augmenter leur temps de travail au sein de l'entreprise et de combler l'écart de salaire souvent dû au temps partiel requis pour les tâches de care. Donc la mobilisation de ces femmes est donc problématique sur plusieurs plans. D'une part, parce que la division hétéronormative du travail est maintenue, c'est-à-dire l'hétéronormativité, c'est le système qui organise les tâches selon les genres et selon les genres binaires, c'est-à-dire que cette construction de genre qui est très rigide et qui se divise soit en femmes ou en hommes, et selon lesquels les hommes seraient plus aptes à justement aller à l'extérieur, travailler, etc. C'est un petit peu caricaturé, mais ces stéréotypes ont tout de même un effet, donc au regard des politiques publiques et des discriminations qui en découlent. Et donc, cette division hétéronormée du travail est maintenue, et les tâches de care restent des tâches féminines, transmises de femme en femme. Donc, il y a le concept de Global Care Chain, c'est-à-dire la chaîne globale du care, qui se transmet aussi tout à fait au niveau national, c'est-à-dire que ce mécanisme de transfert n'est pas obligé de se passer au niveau international, il se passe aussi à l'intérieur, au niveau national, même si bien sûr qu'il y a des ramifications internationales. Et d'autre part, donc, une des problématiques, c'est que la répartition des tâches de care au sein des foyers hétérosexuels n'est pas remise en question. Et le patriarcat peut perdurer en paix. Donc, la stratification, c'est-à-dire que les hommes ne sont pas amenés à intervenir dans ces tâches de care, puisqu'elles sont transmises de femme à femme et qu'elles restent dans la sphère féminine. D'autre part, le troisième point, la stratification du marché du travail se creuse de plus en plus par la classe, le genre, l'ethnicité et le statut migratoire. Donc, les écarts de salaire entre hommes et femmes continuent de se creuser, malgré de légères améliorations dans certains secteurs. Car les écarts de salaire sont plus significatifs s'ils sont calculés entre secteurs et non au sein d'un même secteur. Par exemple, l'écart de salaire entre hommes et femmes est moins important au sein du secteur pompier qu'entre le secteur pompier et infirmière. Donc ce sont tous deux des secteurs qui sont comparables en termes de qualifications requises, en termes de difficultés, de conditions de travail, l'un étant dominé par les hommes et l'autre par les femmes. Donc on voit d'ailleurs que de manière générale, les secteurs qui sont à prédominance masculine ont tendance à bénéficier de meilleures conditions de travail, de meilleures payes, etc. Et on voit aussi que les secteurs qui étaient à la base des secteurs masculins et qui ont tendance à se féminiser, perdent aussi en valeur au niveau de la rémunération et du statut. Donc on voit par exemple dans le secteur de l'éducation, à l'époque où c'était des instituteurs et non des institutrices, il y avait un statut beaucoup plus élevé attaché à la profession. C'est la même chose pour les avocats. Comment y remédier? Voilà, alors pour conclure et répondre à la question comment y remédier, je tiens à noter qu'il s'agit bien de discrimination, même si elle n'entre pas dans le schéma typique des discriminations individuelles, c'est-à-dire avec une délimitation claire des victimes et des coupables. Il s'agit de discrimination indirecte, c'est-à-dire induite par des lois dont les effets affectent disproportionnellement un type de personne. Donc elles sont aussi structurelles puisqu'elles touchent aux structures sociétales. On va travailler par exemple sur le marché du travail en voyant que 90%, donc l'écrasante majorité des femmes qui travaillent dans ces secteurs à la personne sont déjà des femmes, et ensuite des femmes d'origine étrangère. Et institutionnelles, puisque donc, ce sont les institutions de l'emploi, les entreprises, aussi le mode de travail, etc., qui les renforcent. Et donc, elles sont renforcées, ces discriminations, par les structures inhérentes au marché de l'emploi, et donc elles sont systémiques, elles sont très au système. Donc j'aimerais, avant de finir, préciser le lien entre emploi et éducation, comme le prescrit le titre de cette intervention, en disant que les discriminations dans l'éducation, c'est-à-dire les choix faits sur l'orientation vers certaines filières pour certains types d'élèves, donc, par exemple les filières médico-sociales pour les jeunes filles, ou alors les CAP aides-soignantes pour les jeunes filles noires, c'est un fait, ça a été très surtout dans les départements d'outre-mer, d'autant plus pour les jeunes filles racisées du groupe participe évidemment au phénomène évoqué. Et donc je dirais qu'il faut rendre l'analyse intersectionnelle obligatoire en matière d'évaluation de politique publique dans tous les secteurs, sur le modèle du gender mainstreaming, c'est-à-dire avoir cette perspective tout au long du processus de décision politique, mais aussi au niveau de l'évaluation des lois. Mais encore nous reste-t-il à régler le problème des données statistiques manquantes, ne nous permettant pas d'établir de manière précise l'ampleur du phénomène. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Mais si vous avez des questions, libre à vous de m'écrire un email qui est noté en dessous. Merci à vous.
Bien, voilà une proposition de plus qui s'ajoute à celles qui ont été faites et parmi les réflexions. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne 6 interventions dans la salle, paritaire. Je le ferai respecter. Mais alors, une chose pour les personnes qui interviennent, c'est pas plus de 2 minutes chacun, parce que sinon, on n'y arrivera pas, parce que je compte faire réagir après nos invités dans l'ordre inverse des interventions tout à l'heure. Donc, je vais commencer par vous. Non ? Ouais, non, mais c'est vous qui avez demandé à la session d'avant, en fait. Ou alors c'est vous qui déterminez, okay, mais par oui, contre c'est paritaire. Okay. Donc non, vous alternez un homme et une femme. Alors on va commencer par Mamba qui est tout le machin. On a besoin d'une femme après. Okay. Alors, là il faut se décider parce que là sinon on va perdre une intervention. J'ai besoin d'une femme. Bonjour. Moi, je m'appelle Touré Mamba, donc je suis un ancien sans-papier, membre de la coordination 93 de lutte pour les sans-papiers. Et donc, je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui et féliciter les différents intervenants par rapport à la qualité des interventions et remercier l'initiatrice de cette journée, Madame Obono. Comme on n'a que 2 minutes, mais moi, je vais peut-être profiter de cette occasion pour attirer votre attention sur ce qui se passe un peu partout dans l'Île-de-France concernant pratiquement le droit des étrangers au niveau des préfectures et sous-préfectures. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, c'est presque pratiquement de la dématérialisation, une façon d'empêcher aux étrangers d'accéder aux services publics. Pour ce qui est pratiquement de la régularisation, aujourd'hui, pratiquement tout se passe sur Internet et que les rendez-vous sont quasiment impossibles. Et que peut-être c'était encore beaucoup plus grave dans un passé récent au niveau de la Seine-Saint-Denis, à travers le système du double rendez-vous, qu'on a réussi à enlever grâce à la mobilisation des élus, 80 élus du département qui sont mobilisés, qui ont signé pratiquement un manifeste, qui a obligé le préfet à les recevoir accompagnés des sans-papiers et que le système du double rendez-vous a été supprimé. Mais aujourd'hui, l'autre difficulté qui se pose, c'est pratiquement l'inexistence de ces rendez-vous-là pour permettre aux gens qui sont là, qui prétendent à être régularisés, de pouvoir déposer un dossier. Et qu'aujourd'hui, même si le dossier est déposé, pratiquement le délai des rendez-vous aussi n'est pas respecté. Le délai des traitements des dossiers n'est pas respecté. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on a entendu depuis le matin, les gens se sont plaints et qu'en général, pratiquement, comme on dit, c'est des gens qui sont pratiquement nés ici, qui sont de la nationalité française. Si ces gens-là se plaignent autant, que dirais-je pratiquement les gens qui sont aujourd'hui ici de l'immigration, les sans-papiers ou bien les migrants économiques que nous sommes aujourd'hui. Nous n'avons pas peur de le dire. On est, comme vous l'avez dit depuis le matin, il y a la catégorisation pratiquement encore des discriminés qui constitue encore beaucoup plus de difficultés. En plus aussi de cette difficulté de pouvoir être régularisé, l'accès à l'ouverture des comptes aujourd'hui dans le 93 pratiquement est inexistant. Nous sommes un peu aidés par la mairie de Saint-Denis à travers l'élu qui était présent ce matin, M. Majid Messaouden, à travers pratiquement l'accompagnement dans les bureaux de poste, les autres banques privées, on n'en parle pas, pour pouvoir obtenir ne serait-ce que la lettre de refus, pour qu'après aller à la Banque de France, pour que la Banque de France oblige les gens à ouvrir un compte pour les sans-papiers. Sinon, pas mal d'entre nous qui sommes dans la salle savent pratiquement les conditions dans lesquelles vivent les étrangers, particulièrement les sans-papiers. Parce que aujourd'hui, par rapport à la mise en place de différents types de cartes de séjour, par rapport au travail, comme on a dit, je vais essayer d'être court, c'est pratiquement de plus en plus difficile. Et que les sans-papiers qui obtiennent des régularisations au niveau du 93, chez nous, dans la coordination, nous sommes à peu près plus de 1200 adhérents. C'est ceux qui sont là depuis plus de 10 ans. Dans le 93, on a la chance aujourd'hui, pour être régularisé après 10 ans de présence, c'est encore un avantage ou bien un privilège pratiquement pour les sans-papiers que nous sommes, même si on n'est pas ressortissant algérien. Mais dans les autres départements de la région Île-de-France, pratiquement, c'est quasiment impossible aujourd'hui si on n'est pas algérien. Même avec les Algériens, ça commence à être remis en cause de plus en plus. Je ne parle pas de l'accès à l'emploi, encore moins par rapport au logement. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui,
presque comme tous les services, tout se passe par Internet. Il n'y a pas d'accueil physique dans les différentes structures. Quand tu arrives dans une structure ou bien dans un service pour prétendre un service, on te dit qu'il faut aller sur Internet. Quand tu vas sur Internet aussi, après les délais de traitement pratiquement sont encore de plus en plus longs. Mais malheureusement, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais essayer pratiquement de me limiter à quelques interventions et saluer aussi l'intervention de Madame Si, qui parlait tout à l'heure ce matin pratiquement de l'impossibilité des enfants qui sont nés ici, qui sont français à 100%, qui ont fait de hautes études, qui ont des diplômes et qui ne parviennent pas à accéder à l'emploi. Je vous remercie. Merci. Je confirme la situation dans le 93. Excusez-moi pour le fait de tenir la question de temps, mais sinon, à un moment donné, il faut qu'on rende la salle et on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Donc, pardonnez-moi ces paroles très sympathiques. Je vais être courte. Marie-Vonne Oison-Chapon. J'ai un parcours de militante syndicale, élue municipale, associatif, etc. Je m'adresse à Monsieur Fabrice Dume. Votre intervention m'a beaucoup interpellée. Parce que j'ai été longtemps parent d'élèves. Et au sein d'une cité, ce qu'on appelait les cités, qui était dans un premier temps majoritairement maghrébine, d'origine maghrébine, première et deuxième génération. Vu mes cheveux blancs, vous voyez, ça fait quelques années. Et qui est devenue par la suite plutôt sahélienne. Enfin, voilà. Et en vous écoutant, je me dis, mais c'est vrai que moi, quand j'étais parent d'élèves, je me sentais très concernée. Quand il y avait les conseils de classe, j'envoyais une lettre à tous les parents en leur disant « Je suis prête à vous voir pour que vous me disiez si vos enfants ont des problèmes ». Ceux qui avaient des problèmes particuliers, et souvent justement des enfants qui arrivaient avec des difficultés scolaires, venez me voir parce que votre enfant risque de doubler sa classe. Quand il y avait les conseils d'école, les passages de collège à collège technique, etc. Or, ils ne venaient jamais. Et je me dis, est-ce que vous faites un travail également avec toutes ces structures-là, qui sont au-delà des enseignants et du personnel éducatif, avec tout ce qui accompagne l'école à côté, et en particulier les associations de parents d'élèves? Merci. Oui, bonjour à tous. Thomas Dessalles de la CGT, aussi du ministère du Travail. Donc, je salue mes camarades de la CGT à la tribune. Je voulais d'abord saluer l'organisation de cette journée parce que ça me semble, déjà c'est passionnant vraiment depuis ce matin. Et surtout, il faut avoir bien conscience qu'un mouvement comme la France Insoumise, qui recueille près de 7 millions de voix à la présidentielle, qui puisse porter des débats aussi poussés sur la question du racisme, ça demande quand même un certain courage politique et ça me semble central dans la période actuelle. Alors très brièvement, parce que vraiment en 2 minutes, simplement sur l'expérience syndicale que je peux avoir au sein de la CGT, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu sur la mobilisation des acteurs. Alors ça se joue aussi dans le champ politique, mais dans le champ syndical. Sur la question des sans-papiers, donc à l'inspection du travail, moi-même je suis inspecteur du travail, évidemment la question des sans-papiers pour nous c'est fondamental parce qu'on est en face des salariés les plus vulnérables et donc on avait décidé il y a quelques années de s'engager pleinement dans cette bataille puisqu'il y avait un enjeu évidemment d'égalité des droits mais aussi un enjeu pour la déontologie de nos services qui était instrumentalisée notamment par le ministère de l'Intérieur pour faire la chasse en papier et pour viser de manière totalement discriminatoire un certain nombre de catégories de travailleurs et notamment les travailleurs étrangers. Donc évidemment on s'est battu aux côtés des collectifs de sans-papiers dans le cadre d'une campagne pour demander la régularisation des sans-papiers. Et on a pu obtenir quelques avancées sur nos prérogatives, mais la France reste largement à la traîne, notamment, je fais bref, sur la question d'un certain nombre de textes internationaux qui devraient être ratifiés par la France, que ce soit la Convention internationale des Nations Unies ou la Convention 143 de l'Organisation internationale du travail. Et sur la question du travail domestique, notamment une convention est prévue pour la protection des travailleurs domestiques, ce qui rejoint la dernière intervention, la Convention 189 également de l'Organisation internationale du travail, qui n'est pas ratifiée et qui permet en particulier de notre point de vue, d'intervenir, nous, en tant que corps de contrôle au sein des domiciles des employeurs. Marine y reviendra sûrement. Il y a une campagne qui se lance sur cette question égaux, égal, personne n'est illégal, qui débutera le 3 avril à 18h dans toute la France avec des mobilisations devant les préfectures et devant le ministère de l'Intérieur en Île-de-France. Ce qui est intéressant, c'est que cette bataille-là, on va dire externe pour notre syndicat, rejoint aussi une lutte de collègues et notamment de Mornia qui est à la tribune et qui a brillamment
expliqué les enjeux sur la question. Je crois que tu l'as pas dit, mais tu as porté plainte contre le ministère du Travail, ce qui demandait évidemment un courage politique et syndical très important. Et avec d'autres collègues racisés du ministère du Travail, nous avons tenté de dénoncer évidemment les inégalités au sein même de la fonction publique. Et tu as rappelé le rapport Lossier. Voilà, donc simplement pour dire que sur ces questions d'enjeux au niveau d'engagement dans la lutte syndicale, il y a un forum syndical antiraciste qui est organisé le samedi 18 mai à la Bourse du Travail et qui prolongera ces débats qu'on a pu avoir aujourd'hui. Bonjour, alors moi je me nomme Sandrine Barillet, je suis syndicaliste CGT, membre actif de mon syndicat pour une collectivité territoriale. Je voulais juste vous parler vite fait de mon expérience professionnelle parce que bon, je ne cumule pas comme vous, voilà, vous le voyez bien. Malgré tout, je cumule quand même un petit peu. Je suis une femme et je suis syndicaliste. J'ai dénoncé du sexisme dans mon travail et j'ai dénoncé aussi une fermeture du service public. Ça m'a valu un acharnement de mon employeur avec un conseil de discipline demandant 24 mois d'exclusion. Ce conseil de discipline, bien entendu, je l'ai gagné puisque il n'y avait rien à me reprocher. Mais c'est un combat de tous les jours. Malgré ça, j'ai quand même été sanctionnée de 12 mois d'exclusion par ma collectivité parce qu'aujourd'hui, les instances de la fonction publique territoriale sont que des avis. C'est-à-dire qu'on a le droit de prendre un avocat, on a le droit de se défendre face à un conseil de discipline, mais ce n'est qu'un avis. J'ai saisi, bien sûr, parce que je suis syndicaliste, donc je me défends jusqu'au bout, j'ai saisi le tribunal en référé pour faire suspendre cette exclusion avant d'aller sur le fond. J'ai gagné, bien entendu, puisque, encore une fois, je suis réellement un acharnement. Pour être très clair, ils ont reproché 13 manquements à mes obligations. Aucune n'a été retenue par le conseil de discipline. Donc, c'est que, finalement, je ne suis pas si terrible que ça. Et là, j'attends de passer donc, sur le fond, au tribunal. Là où je voulais insister, donc, c'est sur le fait que les discriminations syndicales sont protégées, soi-disant, on est protégé. Cela dit, les instances faites par les statuts publics, enfin les statuts de la fonction publique, en tout cas celles des territoriaux dont je ne sont pas, sont des avis. Donc en fait, les collectivités font un peu ce qu'ils veulent. Et si les agents n'ont pas le courage, comme j'ai depuis 10 mois, de me battre, on abandonne et on subit et on est sanctionné injustement. Et je voulais aussi rebondir, ça va être rapide. Je suis pas la seule à avoir dénoncé le sexisme, puisque j'ai réussi à le dénoncer grâce à mon collègue qui a bien voulu témoigner pour moi, parce que j'ai été insultée en fait pendant une réunion et donc j'ai dénoncé ce fait. J'étais la seule femme à la réunion. Mon collègue a été, lui, sanctionné de 16 mois d'exclusion et il s'appelle Abdelkrim, donc il cumule un peu plus que moi. Sauf que lui, donc le conseil de discipline l'a sanctionné. Lui, le référé a été rejeté. Lui, son tribunal administratif a été rejeté. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que moi je gagne aujourd'hui, lui le perd. Je trouve ça plus qu'injuste. Donc, alors je continue à me battre parce que je me dis à un moment donné, ce que je vais gagner, il va finir par le gagner. Mais quand même, le nom a un impact. Et je voudrais rebondir sur autre chose. Oui, je vais faire très rapide. J'ai un gendre qui est d'origine marocaine. Il s'appelle Johan. Alors, un jour, je lui ai quand même posé la question, je suis désolée. Je lui ai dit, mais pourquoi tes parents t'ont appelé Johan ? Enfin, ça me paraît, voilà. Et il m'a dit, mon père m'a dit, pour t'intégrer, mon fils. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. La dernière intervenante doit partir, donc il faut qu'on passe. La dernière personne là. Ils feront 2 minutes au lieu de 3. Enfin, bah ouais, mais bon. Bon,
Donc on continuera le débat après. Bien. Je vous propose de réagir. On va prendre dans le sens inverse. Donc on va commencer par Fabrice Dume. J'aurais bien entendu vos questions et vos remarques qui me semblent aussi importantes que des réponses. En fait, vous soulevez un problème qui est vachement important, c'est que pourquoi la cause du racisme et la cause des discriminations ne sont pas apportées par les associations de parents d'élèves? Pour moi, c'est ça le fond de l'affaire. C'est pas tout à fait un hasard si les femmes qui se sont battues pour avoir été exclues pour porter le voile à l'école en tant que maman se sont organisées. Vous ne m'entendez pas, je parle pas assez fort, c'est prêt, excusez-moi. Ce n'est pas un hasard si les femmes qui se sont débattues dans les collectifs contre les circulaires Châtel, ceux qui interdisent le voile pour les mamans qui accompagnent les sorties scolaires, se sont battues en dehors des associations de parents d'élèves. Les associations de parents d'élèves sont la plupart du temps des gens du groupe majoritaire, voilà, qui sont convaincus de belles valeurs morales, super, mais enfin bon, qui ont une espèce de surdité vis-à-vis des problèmes des minoritaires. Voilà. Là, il y a un gros travail à faire. Moi, j'ai une petite expérience, je vais faire court en la matière, puisque je fais partie d'une association qui s'est nouvellement créée à Nanterre de parents, essentiellement des femmes racisées, plutôt musulmanes. Et du coup, elles m'ont approchée, et elles ont bien fait. Et du coup, elles ont obtenu des sièges dans les conseils d'administration des différentes écoles primaires. Et en effet, elles se sont constituées, si je puis dire, en réaction à la FCPE, qui, en effet, était... pleine de vœux pieux, mais qui s'intéressait très peu aux problèmes spécifiques liés à cette catégorie particulière défavorisée qui cumule les critères de discrimination. Voilà, donc ça s'organise, ça se structure, parce que je voulais pas qu'on termine quand même sur des trucs, que des éléments négatifs. Et je veux bien quand même répondre à la dame, puisque je pense qu'elle m'interpellait sur la protection des syndicalistes. Alors moi, j'évoquais encore une fois le droit, mais pour les salariés du privé. C'est-à-dire qu'en effet, il y a une protection spécifique pour les gens qui ont une activité syndicale dans les entreprises du privé. Après, dans le public, on n'est pas très bon, nous, dans tous les textes qui nous sont applicables, mais enfin, je crois qu'il n'y a pas de distinction. Et ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est que, en gros, vous illustrez clairement que même quand il y a des situations dramatiques, et on le voit notamment en matière de sanctions, il y a aussi une hiérarchisation et une discrimination qui est opérée. On le voit là dans les décisions de justice, et ça c'est assez... Oui, c'est assez... je sais, j'ai pas de mots en fait. Hein, c'est assez violent pour les personnes qui le vivent. Emmanuel. Oui, je pourrais continuer en vous disant que la justice n'est pas neutre. Elle n'est pas neutre pour des tas de raisons que je ne vais pas vous expliquer là parce qu'on n'a pas le temps, mais que vous devinez notamment un problème de classe sociale. Et puis elle n'est pas neutre parce qu'elle est rendue par des êtres humains. Et comme telle, on reproduit évidemment, largement, tous les stéréotypes de toutes sortes. Et le droit essaie de corriger ça, est un outil au service de l'égalité, essaie de faire que les décisions soient objectives, celle des magistrats, parce que nous, notre rôle d'avocat, c'est au contraire de défendre les personnes de façon subjective par le droit, mais on ne s'essaie pas à l'objectivité. Mais on ne peut pas pallier ce problème-là. On sait qu'il existe, on sait que le droit est une arme absolument redoutable et même est aussi extrêmement efficace. Je crois qu'il faut s'appuyer dessus pour lutter contre le racisme, les exclusions, les discriminations, etc. Et il est, dans l'état actuel des choses, en France, sous l'impulsion de l'Europe, il faut quand même le rappeler, tout à fait abouti. C'est-à-dire qu'on a peu de choses à changer dans l'ordonnancement juridique aujourd'hui, y compris sur les sanctions. Et je voudrais réagir en creux à plusieurs choses. Quand on parle de sanctions, attention, nous, avocats travaillistes, c'est-à-dire, non pas travaillistes au sens politique, mais de notre spécialité du droit du travail, nous sommes pour beaucoup des civilistes, c'est-à-dire que nous ne parlons pas uniquement sanctions pénales.
Et ce qu'a fait Mania tout à l'heure, c'est surtout de parler de sanctions pénales. La sanction civile, nous le pensons, est d'une efficacité plus importante pour les personnes que la sanction pénale, qui, elle, s'attache plus à l'image de probité, etc. Bon. La sanction pénale, c'est un comportement que la société réprouve et sanctionne pénalement par des peines qui sont d'ordre contraventionnel, correctionnel, c'est-à-dire de l'emprisonnement ou de la réclusion criminelle quand on a commis un crime. Une sanction civile, c'est une sanction qui vise à réparer une situation dans ce qu'elle a été atteinte. Par exemple, en matière de discrimination, pour vous restituer ça sur notre thème, un licenciement qui est jugé discriminatoire est un licenciement, c'est dérogatoire par rapport au droit commun, c'est-à-dire c'est exceptionnel dans notre droit. C'est un licenciement qui est annulé. Il est nul. Et nul, ça veut dire qu'il n'existe plus. Donc la personne est réintégrée dans son emploi. Vous voyez, c'est important comme type de sanction. Et ça, on le doit à l'Europe. Il faut le rappeler, parce que surtout dans ces périodes où elle est, sur beaucoup d'aspects, et à juste titre très contestée, il y a quand même tout un courant du droit de la discrimination qui a été imposé en France par l'Europe, par les directives européennes. Donc, c'est beau de le rappeler quand même. Et le droit de la discrimination en matière civile est un droit puissant à cause de la nullité des actes discriminatoires et notamment de la nullité des licenciements discriminatoires. Alors, le droit de la fonction publique, on aimerait qu'il soit aussi bon que le droit privé sur le sujet, pour être clair, mais il existe et les protections existent. Mais il faut des acteurs, il faut des organisations syndicales, il faut des gens. Or, le contexte, des gens qui se plaignent, qui osent dire les choses. Or, on sait bien que dans un contexte économique aussi défavorable que le nôtre, les plus fragiles, les plus discriminés sont encore ceux qui ont le moins les capacités de se défendre. Donc, les organisations syndicales se bougent quand même sur cette question. Je ne parle pas pour ma voisine de droite, mais organisations syndicales d'entreprise notamment, elles se bougent sur cette question quand même. Mais c'est lent, c'est trop lent pour nous, mais quand même. Alors, donc ça, c'est sur l'aspect sanction. Dernière chose, en 2 secondes, sur l'aspect mesure, parce que ça a quand même été évoqué à plusieurs reprises, et je pense que c'est très important. Dans le contexte actuel aussi, je pense à Madame Pénicaud. Vous connaissez les indicateurs Pénicaud, les derniers là qui sont venus. Bon. Ils visent à mesurer l'inégalité, soi-disant à mesurer, je mets des guillemets parce que, évidemment, je suis extrêmement critique sur la manière dont ces indicateurs ont été construits et sont instrumentalisés au service du MEDEF, pour être très clair. Bref, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour certains sujets, et quand on le veut, on cherche des indicateurs. Et c'est drôle parce que sur certains autres sujets, on n'en trouve pas. Et puis on nous pose des tas de difficultés philosophico, historico, etc. Donc, nous, en matière de discrimination, nous les acteurs, c'est-à-dire avocats, même magistrats, on compte. On n'en a rien à faire des débats philosophico, je ne sais pas quoi. On compte. C'est-à-dire que dans les dossiers, je compte les noms avec la consonance maghrébine. Je compte les origines étrangères, etc. Et je dis, bah oui, bah là, il y a 20 personnes bien françaises, elles ont bien évolué. Là, il y a 40 personnes d'origine maghrébine ou d'Afrique subsaharienne et elles n'ont pas évolué. Donc, vous allez m'expliquer pourquoi. Et devant les tribunaux, ça marche. C'est-à-dire que les tribunaux, dans le cadre de la lutte contre la discrimination, admettent le comptage. Les tribunaux, les tribunaux, je parle de l'organisation judiciaire en général, les tribunaux de façon générique. Ça marche, bien sûr que ça marche. Ben, c'est comme ça qu'on obtient des condamnations, évidemment. On fait des panels de comparaison dans tous les sens et ça marche très bien. Et on obtient de la part des employeurs, de la part des juges, on obtient la communication des listes de salariés avec les noms, mais bien sûr. Voilà. Donc on sait mesurer, on sait compter et on peut le faire en matière de lutte contre la discrimination. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est possible. Non, c'est pas des chimères, sinon on n'obtiendra pas de condamnation. Voilà. Marilyn, pour conclure.
Pour conclure, tu me laisses une grande responsabilité. Oui, juste pour préciser, je rebondirai quand même sur ce qu'a dit Mornia, qui est assez réaliste, hein, sur la question du syndicalisme, qui, de mon point de vue, mais il n'est pas que la question du syndicat en tant que tel, hein, est le reflet de la société discriminante telle qu'elle existe. Et en effet, il y a cette réalité qui est présente et qui doit être en effet combattue. Je pense que ça évolue. Et je pense que l'important, c'est vraiment que les premiers concernés, on va dire, aient leur place et arrivent à se battre pour avoir leur place dans les syndicats. C'est un véritable enjeu. Et je pense que la question des travailleurs sans papier, pour moi, justement, elle est en rien secondaire, parce que la question des travailleurs sans papier ou saisonniers ou détachés, qui sont les travailleurs les plus précaires, parce qu'ils vivent une double discrimination. À la fois la discrimination, on va dire, liée à l'origine, et la discrimination liée à la vulnérabilité. Et il y a d'ailleurs, on a un procès le 23 mai, qui aura lieu au CPH, sur un chantier où il y a eu un conflit de travailleurs sans papier, où 25 travailleurs maliens dans le BTP ont été réembauchés par leur donneur d'ordre, c'est sur l'avenue de Breteuil, et ont enclenché de nombreuses choses, mais il y aura un procès sur l'aspect discrimination liée à l'origine et à la vulnérabilité. Il y a une enquête en cours du défenseur des droits, ce sera au CPH de Paris, et c'est vrai que c'est des enjeux qui sont fondamentaux, parce que si ces travailleurs-là, qui sont les plus précaires, comme les coiffeuses de Château d'Eau, qui, elles, étaient payées une misère de 100 à 300 euros par mois, mais décident, en tant que femmes noires, sans papier, de prendre leur lutte en main, de prendre leur destin en main, d'être les premières visibles dans cette lutte, ça a un impact qui, je pense, est fondamental. Donc c'est des choses qui font bouger les choses en interne. Il faut pousser au maximum pour que ça puisse évoluer. Je préciserai ce qu'a dit Thomas, c'est qu'en effet, il y a une campagne, suite d'ailleurs aux actions du 18 décembre, puisque le 18 décembre, c'est important, c'est une date importante, c'est quand même, en effet, l'adoption par l'ONU de la convention du 18 décembre 90 sur les droits des travailleurs migrants et leurs familles. Et donc, en effet, il y a une mobilisation unitaire, et il y aura dans la suite une campagne qui va être menée, qui est Ego égal, personne net illégal, qui va être déclenchée le 3 avril à 18h. Ce sera devant les préfectures en région, et pour l'Île-de-France, ce sera place de la Madeleine, à proximité du ministère de l'Intérieur. C'est le plus proche qui a été obtenu, et donc c'est important qu'on soit nombreux pour pousser au maximum sur cette question de l'égalité des droits. Sur les Chibani, je précise, parce que là c'est vrai, je pense que c'est un véritable scandale au niveau syndical. On n'a vraiment pas été à la hauteur, Sudrail l'a été plus. La CGT au niveau fédération, ça a été très très compliqué, on ne va pas se mentir. Il y a eu des vrais débats en interne, c'est pas aussi simple non plus, je veux dire, c'est parce que la Fédé a eu ses réticences qu'en interne il n'y a pas eu un débat, mais ça a été une situation complexe. Et après on a fait comme on a pu, ceux qui étions pour que ça bouge, pour être présents notamment dans les instances qu'il fallait quand il y a eu les procès, puisque, comme vous le savez, on siège en tant que conseiller au prud'homme. Merci. Je voulais juste te dire une petite chose en conclusion. Ça me permet de me dire tout mon admiration pour les personnes qui viennent s'exprimer, notamment Marilyn, sur les combats menés. Moi, j'observe une chose, c'est que depuis quelque temps, les personnes qui sont victimes de discrimination intersectionnelle, c'est les luttes qui gagnent. Voilà. Je regarde ça, que ce soit au niveau des femmes de ménage précaires du Palacia de Vendôme, que ce soit l'Idéine à Clichy, etc. Et on observe, soutenu par les syndicats, en tout cas certains syndicats, et c'est aussi quelque part à un moment donné, je veux dire aussi une note positive. Et notamment, ils gagnent, mais le fait de gagner et de le faire savoir, et la lutte des travailleurs sans papier, par exemple sur Paris et souvent l'Île-de-France est souvent évidente, c'est qu'il y a une certaine contagion de la victoire. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise voient venir face à eux des gens qui sont prêts à aller jusqu'au bout parce qu'ils n'ont rien à perdre en réalité, soutenus par des syndicats qui sont habitués à aller jusqu'au bout et qui savent qu'à la fin du la victoire va venir. Je pense que ça aussi c'est quelque chose à noter, c'est-à-dire que paradoxalement les luttes qui gagnent en ce moment dans le pays sont menées par des personnes qui sont discriminées de manière intersectionnelle, femmes, d'origine immigrée ou descendants d'immigrés, et dans des situations précaires au niveau du travail.